Alors j'ai évidemment fait très mal, parce que j'ai fait beaucoup trop de diapositives, mais on va essayer d'être rapide et de tenir le temps. Alors, comment ça marche Voilà. Donc, mes conflits d'intérêts. Donc, la bibliographie, je l'ai faite sur 3 thèmes, le diagnostic, les complications, le suivi, la thérapeutique et évidemment la Covid, pour voir un petit peu comment la Covid avait influencé le suivi. Alors tout d'abord, un papier qui, à mon avis, et je vais passer très vite pour vous donner, extraire les informations qui sont nécessaires, ce sont la révision des critères diagnostiques de neurofibromatose de type 1 et de syndrome de Légius, qui a été publié en juillet et qui est le résultat d'un long processus de révision qui a débuté donc à New York en juin 2020, c'est-à-dire le moment où on pouvait encore bouger un peu. Et j'ai essayé de vous synthétiser un petit peu les informations qu'on peut tirer de cette révision. Alors tout d'abord, le process est un process de Delphi que je reprendrai dans le projet qu'on voulait vous exposer avec le centre de référence et qui devient une méthode qui est une méthode intéressante pour essayer d'orienter la recherche. Alors tout d'abord, en bleu figurent les changements. Pour la neurofibromatose de type 1, donc il y a maintenant les anomalies oculaires qu'on trouve en ECT qui sont définies comme des critères diagnostiques et qui ont un intérêt, c'est qu'elles sont beaucoup plus précocement disponibles à l'examen ophtalmologique que les nodules de Lisch qui étaient très tardivement présents. Quelques éléments sémantiques que je ne commenterai pas sur le fait qu'on rajoute passway au lieu de optique glioma, mais surtout un point clé, c'est l'émergence maintenant pour nous de la nécessité d'inclure dans notre routine le critère diagnostique moléculaire qui devient un critère, et je pense que c'est une bonne chose. Dominique, j'en suis désolé. Le critère pour le syndrome de Légius est exactement la même position que ne l'est finalement la position pour la neurofibromatose de type 1, puisqu'on inclut dans les critères diagnostiques le fait d'avoir le diagnostic moléculaire de spread 1, et je pense que c'est vrai pour beaucoup maintenant de maladies génétiques, c'est vrai pour la sclérose tubereuse de Bornevied depuis très longtemps, et c'était une exception un petit peu particulière que dans la neurofibromatose et le Légius, ça ne figure pas. Alors, les mosaïques, et on s'est attelé à également essayer d'élaborer des critères diagnostiques pour les mosaïques. Je les commenterai très peu. Tout d'abord, la mosaïque, vous connaissez sa physiopathologie, ce sont des mutations qui sont post-zygotiques et qui ont un intérêt à être déterminées dans la mesure où la possibilité d'une transmission à la descendance existe et que de plus en plus, les patients sont demandeurs qu'on essaye de leur donner épidémiologiquement les risques, ce qui demeure compliqué. Finalement, dans ces critères, le principe qui a été choisi, c'est de privilégier finalement l'asymétrie des critères, qui nous permet de se dire que c'est segmentaire, ou en tout cas en patch. Pour les dermatologues, c'est relativement facile. Mais un élément qui va de plus en plus être un sujet, c'est le fait de retrouver dans les tissus atteints la mutation. Et une fois de plus, Dominique, tu vas être sollicité, puisque dans les mosaïques, un des critères diagnostiques sera de retrouver la mutation NF dans les zones atteintes. C'est exactement la même chose dans les critères de mosaïque de Légius. Donc, une fois de plus, la nécessité de s'intéresser aux tissus et de regarder si dans les tissus atteints, on va retrouver la mutation et on ne la retrouvera pas dans les tissus non atteints. Alors, je vous ai rappelé là très brièvement les critères et puis une illustration importante. Aujourd'hui, on ne peut plus rester là, c'est-à-dire c'est une jeune fille de 8 ans. 8 ans, j'ai choisi parce que c'est la pénétrance complète de la maladie suivant les critères. 2007 arrive le syndrome de Légius avec Eric Légius avec sa cravate en haut à droite, et puis neurofibromatose 1 ou Légius. Avec les critères nouveaux, je dirais qu'on doit pousser entre guillemets à la consommation, c'est-à-dire à trancher. Avant, on tranchait sur des petits détails. Est-ce qu'il y a un xanthogranulojuvénile qui poussait plutôt à faire un diagnostic de neurofibromatose de type 1? J'ai vu émerger le xanthogranulome dans d'autres pathologies, donc peut-être pas si spécifique. Les papiers également, notamment Didier, tu nous as attiré dans l'attention du névus anémique qui permet, c'était des petites choses, et bien maintenant c'est fini, il faut
il faut faire la biologie moléculaire si on veut trancher. C'est une demande qui devient maintenant acceptable. On l'avait déjà inscrite d'ailleurs dans les recommandations. Avant l'âge de 8 ans, on avait la possibilité d'indiquer dans les recommandations le fait de demander la mutation. Alors ce papier qu'on a publié avec Marc Imbert sur l'hypertension artérielle pulmonaire au cours de la neurofibromatose de type 1, je l'ai cité pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'est pas inutile de travailler avec d'autres filières et d'autres centres de référence totalement différents des nôtres, ce qui nous permet de mettre en jeu finalement la complexité des maladies génétiques dont on s'occupe. Alors l'hypertension artérielle pulmonaire, on l'avait remarqué, elle n'a pas une fréquence extrême. Je vous ai simplement mis qu'avec un registre exhaustif, on a 50 patients atteints en France sur environ 20 ans d'exhaustivité des registres, donc c'est très peu. En revanche, parmi eux, 4 ont eu des transplantations pulmonaires. Et donc il y a un lien épidémiologique clair entre l'hypertension artérielle pulmonaire. Petit aparté, je n'ai pas encore cité le modèle animal que nous avons développé sur la neurofibromatose de type 1. Quand on mute les péricytes NF1- et NF1-, on tombe sur des phénotypes avec hypertension artérielle pulmonaire. Donc on a une indication assez précise aujourd'hui de ces physiopathologies qui pourraient finalement être liées à des cellules souches différentes de celles des cellules des capsules frontières qui étaient notre intérêt, c'est-à-dire celles qui donnent les cellules de cheval. Un point clé, c'est celui de la publication des guidelines. Alors j'ai cité ce papier pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes sous l'égide, ou sous en tout cas le joug des PNDS, et je vous recommande vraiment de ne pas faire un travail inutilement. C'est-à-dire si vous pouvez publier vos PNDS, c'est absolument essentiel pour la France que d'avoir un leadership sur les recommandations. Qu'est-ce qui change pour nous? Ce qui change pour nous, c'est le fait que le cancer du sein devient une attention pour les patientes atteintes de neurofibromatose de type 1, avec des cancers qui sont plus jeunes d'apparition et probablement plus agressifs. Donc à partir de ce nouveau PNDS, nous avons recommandé le dépistage à partir de l'âge de 30 ans. Un point clé, c'est le sujet entre 30 et 50 ans. Vous voyez que nous n'avons pas mentionné la mammographie. Il y a un papier de Patrick Combe-Mal que je n'ai pas cité parce que je triche un peu. On avait 5 papiers, donc il y en a que je ne vais pas citer, mais citer quand même un peu, avec une hypersensibilité des patients NF au rayon. Je vous rappelle qu'on avait un excès de glioblastome sur les gliomes des voies optiques irradiés dans l'enfance, également sur des plexiformes qu'on traitait dans les années 70, des cancers de l'ovaire qui ont été développés sur le champ d'irradiation. Donc méfiance vis-à-vis de mammographie qui pourrait être une accumulation de doses après ces recommandations. Donc nous avons été clairs. Pas de mammographie, IRM et échographie mammaire, d'autant plus que ce sont des femmes jeunes et que l'analyse en mammographie est complexe. Le New England Journal of Medicine, c'est le deuxième papier après celui initial de décembre 2016 de l'activité d'efficacité du C-lumetinib, un MEK inhibiteur qui est utilisé chez les enfants atteints de neurofibrome plexiforme inopérable. J'ai résumé très brièvement les résultats. Alors, 2 leçons. Le premier point, c'est que la réponse initiale est obtenue après 8 cycles, c'est-à-dire très tardivement, c'est 8 mois, donc il faut persister. Et deuxième point, on a la meilleure réponse qui est atteinte après 16 cycles. Donc on est sur des traitements qui sont des traitements chroniques, et c'est des traitements qui marchent, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, avec une diminution du volume des tumeurs d'environ 60%, d'environ 40% chez 60% des patients. Alors ici, c'était la grande critique qui avait été faite avec cette étude SPRINT, c'est de ne pas avoir de groupe contrôle. C'est quelque chose qui a été reproché à la FDA, reproché à l'EMEA. Dans les maladies rares, on est condamné à faire finalement avec les effectifs qu'on a, ce qui fait qu'on a été a posteriori obligé de reconstituer une histoire naturelle de l'évolution d'une maladie, donc des patients atteints de neurofibromatose de type 1 avec des plexiformes. Donc c'est un conseil que je vous donne, si vous envisagez des essais thérapeutiques, ayez l'histoire naturelle à côté, parce que sinon ça pose problème.
Alors, par ailleurs, ce n'est pas un traitement qui est super bien toléré, puisque vous avez 20%, 15 à 20% d'exanthème et puis des soucis, augmentation des CPK, atteinte cardiaque, atteinte rétinienne. Enfin, globalement, ça passe. Mais pourquoi je mentionne ce point-là? Puisque nous avons en développement la possibilité d'utiliser dans le futur probablement cela pour les neurofibromes cutanés. Ce qui est tolérable pour un plexiforme ne l'est pas pour un neurofibrome cutané. Un neurofibrome cutané, on veut une tolérance parfaite. Les MEK inhibiteurs, j'en doute. Et il y a, une fois de plus, je biaise sur les 5 papiers restreints que j'avais à citer, NF Lection, une biotech américaine, développe un gel de MEK inhibiteur avec un MEK inhibiteur instable qui permet qu'il n'y ait pas de pénétration systémique et dont la vocation est à traiter visage et main. Je vais aller très vite pour vous dire que le Koselugo, c'est maintenant comme cela qu'on appelle le selumetinib, a eu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en France, donc il peut être et en Europe. Donc on sort du cadre du compassionnel. Une méthode Delphi qui nous a permis d'identifier les challenges dans la neurofibromatose, c'est-à-dire que c'est une fertilisation croisée, une co-construction avec les patients à l'échelle européenne, de manière à voir quelles sont les priorités à la fois des médecins, des scientifiques et également des patients. Et donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais que globalement, ceci va se situer à la fois sur les pathologies qui sont les pathologies qu'on connaît tumorales, sarcome en tête, avec les gliomes de haut grade, et puis les neurofibromes cutanés, mais surtout quelque chose sur lequel on n'a pas grande prise aujourd'hui, qui sont les difficultés d'apprentissage qui, dans 40% des cas, entament la vie quotidienne d'une famille. L'impact du Covid, ou de la Covid, ça dépend des jours ou ça dépend des modes. Donc nous avions constaté quelque chose d'étrange, c'est-à-dire une épidémie de sarcome en octobre 2020, c'est-à-dire après le premier confinement, que nous n'expliquons pas par le fait qu'il y ait un retard au diagnostic, mais qu'on explique aujourd'hui pour nous plutôt par un biais du centre de référence, c'est-à-dire qu'avant, ces patients restaient parfois en périphérie de la prise en charge de la neurofibromatose, et du fait de l'occupation des lits pour autre chose ailleurs, ils ont été référés plus facilement dans le centre de référence, et nous avons eu autant de sarcomes en un mois qu'en 10 ans de suivi à l'hôpital Henri Mondor. C'est quelque chose qu'ont souhaité voir également les Américains. Les Américains constatent, c'est une publication, une lettre, après un sondage sur 60 centres répartis sur le territoire américain, il y a clairement une perte de chance pour les patients atteints de neurofibromatose. En téléconsultation, on les examine moins, on ne fait pas les examens, donc la téléconsultation ne se substitue pas à une prise en charge habituelle dans notre contexte. Je termine sur le projet que nous avons sélectionné pour vous dire un petit peu où on va. Ce projet, il a comme visée finalement d'accompagner ce qui est notre jeu aujourd'hui, puisque nous allons concentrer notre activité à l'échelle quasiment mondiale sur le traitement des neurofibromes cutanés pendant les 10 prochaines années qui me restent d'activité professionnelle. Donc nous avons besoin de critères d'évaluation. Ces critères d'évaluation nous sont demandés pour l'approbation auprès des agences, que ce soit FDA ou IMEA, et nous avons dans un premier temps essayé de définir les domaines d'évaluation des thérapeutiques comme les neurofibromes cutanés. Alors, nous serons aujourd'hui plutôt dans le traitement médicamenteux, puisque la référence, nous l'avons, et c'est une fois de plus une allusion à l'échelle de l'histoire naturelle qu'on souhaite avoir de manière assez claire, mais également les traitements de référence, c'est-à-dire quel bénéfice aurait un patient d'avoir plutôt un médicament par rapport au traitement de référence qui est la chirurgie ou le laser. Donc nous sommes dans un effort qui est un effort international. Je pense que dans les maladies rares, rester franco-français ou européen n'a pas de sens. Je pense que les neurofibromes cutanés, nous sommes peut-être 20 à nous y intéresser dans le monde entier, donc autant être 20. Les domaines d'évaluation, ce sont des mesures et elles s'opposent, et c'est quelque chose que je tiens à préciser, aux outils. Donc dans un premier temps, on va essayer de dominer l'évaluation avant de s'intéresser aux outils.
Ces outils peuvent être effectivement... ces domaines d'évaluation peuvent être ceux rapportés par le médecin, ceux rapportés par le patient. Dans le domaine des neurofibromatoses, vous voyez qu'il y a plein d'outils de mesure qui ont été déployés. Et donc, on a un processus par étapes. Ce processus par étapes, je vous le donne. Il est à votre disposition. J'ai déjà des membres de FIMARAD qui m'ont contacté pour essayer de reproduire sur leur maladie les propres domaines d'évaluation qui les intéressent. Le pseudo-xanthome élastique en fait partie. Donc, identification des domaines, et puis après, processus de consensus. Donc, une revue systématique des domaines rapportés dans les études cliniques, c'est le point classique. Des groupes de travail avec patients et experts, un Delphi, un consensus international, et puis un dernier Delphi. Et c'est ce que nous avons déjà commencé et qui devrait se conclure, je vais être très bref, à Philadelphie, donc en juin 2022, pour publication. Je crois que j'ai tenu mon temps de parole malgré un nombre de diapositives un peu débordant. Je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Merci beaucoup. Je pense que... Alors, il y a une question sur le chat. Est-ce qu'il y a un suivi systématique par PET scanner des patients avec NF1 ? Alors, dans les recommandations qui sont maintenant publiées sur l'HAS et qu'on va republier d'ailleurs en les mettant à jour dans la littérature internationale, le PET IRM ou la PET IRM ou le PET scan est réservé aux patients à risque de développer des tumeurs internes, c'est-à-dire les patients ayant des neurofibromes sous-cutanés ou des tumeurs internes connues. Donc on ne fait pas cela systématiquement, on a une population systématiquement suivie, mais sur une cible qui est très particulière, c'est le phénotype à risque qu'on a défini maintenant depuis des années. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris, Pierre, si la recherche de la mutation qui fait maintenant partie des critères, c'est dans le sang ou dans la peau ? Alors, en ce qui concerne la neurofibromatose de type 1, celle qui est constitutionnelle, c'est dans le sang. Et en ce qui concerne les mosaïques, c'est bien évidemment dans le sang, oui, mais surtout dans les tissus atteints visiblement. Dans le sang, on va retrouver un contingent de cellules qui circulent, qui sera NF1 muté. Et dans la peau atteinte, on trouvera également ce contingent. Et il faudra comparer ce qui se passe dans la peau apparemment saine et la peau malade. Donc on commence dans un premier temps par le sang. Oui, on vérifie. Oui. Pierre, pour les mosaïques, on peut quand même faire une différence entre des mosaïques où tu as des neurofibromes cutanés, où logiquement on va trouver assez facilement la mutation à NF1, même normalement on en trouvera 2. Mais le problème qui est quand même souvent posé, ce sont des mosaïques avec juste des taches café au lait et des lentigines. Et là, moi j'aimerais savoir, avec Madame Vido, si c'est au point, c'est-à-dire est-ce que vraiment vous y arrivez, sachant que la mutation après elle est peut-être plus en mélanocytes, et du coup faible, enfin je sais pas, est-ce qu'on a une idée un peu? Je vais répondre et puis je vais laisser Dominique répondre. Moi j'avais échangé à l'époque avec Eric Léjus, qui lui avait fait un kit d'extraction des mélanocytes pour concentrer sa recherche sur les mélanocytes. Je pense qu'effectivement c'est plus difficile. Et puis sous-jacent à ta question, c'est qu'est-ce qu'une mosaïque? Enfin, qu'est-ce qu'une mosaïque? Quel est finalement le risque qu'une mosaïque présente? Globalement, épidémiologiquement, la transmission, elle est quand même super rare. C'est-à-dire qu'on l'avait chiffrée, nous, à quand même 10 fois moins fréquente que celle d'une NF1 sporadique. Hein. Donc, on est sur une naissance sur 80 000. Hein. Dominique? Je dirais que c'est extrêmement variable. Alors, c'est vrai que le tissu idéal, c'est le neurofibrome. Après, sur la peau, si on compare peau saine, merci. Peau saine et tache café au lait, je dirais moi, très honnêtement, en pratique, j'ai pu répondre dans 10-15% des cas, à peu près. Dans les autres cas, les résultats sont négatifs. Alors, il y a certainement peut-être trop peu de cellules mutées, c'est assez paucicellulaire, on n'en récupère pas beaucoup d'ADN. C'est relativement compliqué. Mais je ne désespère pas. Hein. On a maintenant des techniques qui nous permettent, en particulier avec le NGS, alors quand on fait du NGS sur ce type de prélèvement, c'est vrai qu'on
on s'arrange pour avoir peu d'échantillons sur nos puces, pour avoir des profondeurs importantes et essayer de choper un minimum d'événements. Et moi, je reste sur une extraction totale de la peau. Je ne fais pas de tri cellulaire. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait quelques publications qui avaient montré que c'était vraiment inutile de se remettre une couche supplémentaire de travail. Et c'est vraiment compliqué d'isoler les mélanocytes, que les résultats étaient identiques lorsqu'on s'intéressait à l'ensemble, à la globalité de la peau. Donc moi, quand on va jusqu'à ce type d'investigation, je demande juste des petites biopsies de peau en peau saine et au niveau de la tache café au lait. Mais on descend maintenant en routine à des événements qui sont aux alentours de 1%. On les voit directement sur nos NGS, donc on peut vraiment descendre très très faiblement. Et après, quand on retourne au sang, on a parfois la possibilité aussi de retrouver des événements qui sont extrêmement rares. De le tracer, parce que nous, on a fait par exemple un point sur le diagnostic anténatal. On n'a pas vu les choses exploser dans des proportions massives. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là, en tout cas, non pas de stoppage, mais de vigilance. Mais c'est une position qui est une position totalement différente aux États-Unis et totalement différente dans le reste de l'Europe. Dans la mesure où il y a un diagnostic moléculaire, il semblait hallucinant, et c'est quelque chose qui a été discuté au moment de la conférence de consensus, de ne pas offrir aux patients ce qui existe. Et ça, c'est un point clé. C'est-à-dire qu'après, la question, c'est les moyens et ce qu'on offre. Donc, est-ce qu'on est dirigé par les moyens ou est-ce qu'on est dirigé par l'offre ou par la nécessité? Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai pas de... quand on entend un topo sur le single cell et qu'on dit... dans 10 ans, tout le monde aura son single cell pour diriger la thérapeutique, je suis très étonné qu'on se pose la question de savoir s'il faut analyser la mutation chez un individu. Je veux dire, c'est une question de moyens. Moi, je le pense sincèrement. C'est pas la question de le faire ou de ne pas le faire, c'est de quand le faire aussi. Non, mais que après nous soyons délicats et des thérapeutes et des gens qui font façon du diagnostic, je n'en doute pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas très prescripteur, mais plutôt pas prescripteur, parce que je pense qu'on peut faire le diagnostic avec des critères, mais avec des critères qui sont une méthode. Donc voilà, mais je fais un commentaire quand même, c'est-à-dire que le dernier que je ferai, après je m'éclipse, c'est que quand je suis arrivé dans le domaine de la neurofibromatose, on était 3 ans après le clonage du gène. Et à l'époque, je disais... ça ne sert à rien de rechercher la mutation. Et je m'aperçois après 20 ans ou 25 ans de pratique que je le disais parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Donc je pense qu'à un moment donné, la conclusion modifie l'hypothèse. Il n'y a pas une inflation énorme dans la demande. C'est assez facile de s'en apercevoir puisqu'on est quand même très peu de laboratoires en France à réaliser ce diagnostic. En ce qui me concerne, entre l'année dernière et cette année, je pense qu'on aura eu à peu près 10% de demandes en plus. Et ça reste stable également au niveau du diagnostic prénatal. Mais moi j'ai réellement deux catégories d'individus, essentiellement, ce sont les enfants et puis les jeunes adultes dans le cadre d'un projet parental. C'est vrai que le diagnostic post 40 ans, le diagnostic moléculaire post 40 ans, il est relativement exceptionnellement demandé. Sauf quand on est devant des formes qui posent problème. Ok. C'est une question peut-être candide. Est-ce que, pour justement, c'est l'exemple des couples parentaux qui m'y fait penser, est-ce que, comme pour, par exemple, le dépistage de la trisomie, on peut maintenant se baser chez la femme enceinte sur des tests qui reposent sur le chimérisme de cellules fétales pour dépister si le fœtus a le gène malade ou pas? Oui, ça se fait comme la trisomie. On le fait maintenant en pratique courante à Cochin,
depuis quelques années pour les NF1 à de transmission paternelle, puisque bien sûr c'est beaucoup plus simple, on va rechercher dans l'ADN extrait du plasma maternel la mutation présente chez le père, donc forcément absente chez la mère. Et normalement cette année, enfin en 2022, on devrait pouvoir répondre dans le cas de transmission maternelle également, puisque là on est plutôt sur un algorithme quantitatif, comme on l'est pour la trisomie 21. Donc là, ça a été beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Oui, mais nous, on a réalisé au moins, je pense, une dizaine de DPNI NF1 de transmission paternelle. Ouais. Ouais. Et prénatal non invasif. Merci beaucoup. Juste une remarque, c'était Pierre Vabre qui nous disait la vraie question n'est pas l'accessibilité du diagnostic moléculaire, c'est comment il s'intègre dans la démarche diagnostique et thérapeutique. Donc c'était une intéressante discussion. Donc, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous, mais j'avais d'autres impératifs d'enseignement. Donc moi j'ai 10 minutes pour parler du pseudoxanthome élastique et des cutis laxa. Donc j'ai choisi 5 papiers en essayant de ne pas déborder, même si comme pour Pierre, j'ai été énormément tenté. J'ai imaginé en fait que la majorité d'entre vous avaient un intérêt relativement périphérique pour le PXE, donc j'ai essayé de choisir des choses qui pourraient être authentiquement marquantes pour la pratique de chacun dans les années qui vont venir. Le premier papier est un papier de revue, en fait, qui a été rédigé par Olivier Lesaut, découvreur du gène ABCC6, responsable du pseudoxanthome élastique il y a 20 ans désormais. Un papier que j'ai eu l'opportunité de relire, critiquer et co-signer. C'est une revue qui est assez joliment exhaustive et qui va reprendre donc de façon très actualisée la présentation clinique à la fois du pseudoxanthome élastique, mais également des calcifications artérielles généralisées du nourrisson, donc cette affection exceptionnelle du nourrisson, qui va être marquée par des infarctus multiples, et dont on sait désormais qu'une petite fraction n'est pas attribuable à des mutations du gène ENPP1 classique, mais également à des mutations du gène ABCC6. Donc une présentation phénotypique très particulière du PXE. Le papier en question rapporte donc quelques actualités génétiques. L'actualité génétique moléculaire c'est l'apparition de quelques cas de PX digénique avec, par exemple, des gènes qui ne sont pas familiers du sujet. Il y a une pathologie qui essaie de faire le lien entre une dystrophie plutôt qu'une dysplasie du tissu conjonctif, qui est en fait une maladie métabolique. Donc le gène responsable ABCC6 est d'expression principalement hépatocytaire et en fait une maladie métabolique avec un défect moléculaire central, hépatique en l'occurrence, et des calcifications dans des organes périphériques, peau, rétine et artères pour l'essentiel, avec un lien entre les deux qui est au moins pour partie un déficit en un inhibiteur de la minéralisation, inhibiteur physiologique de la minéralisation, qui est le pyrophosphate inorganique, le PPI. Brièvement, donc l'article mentionne également les différents modèles murins qui existent aujourd'hui chez la souris, chez le rat ou chez le zébrafiche, et puis des perspectives thérapeutiques qui sont résumées sur ce graphe. Vous voyez apparaître donc le produit du gène ABCC6 est exprimé à la membrane de l'hépatocyte. Il s'agit d'un transporteur dont le substrat n'est pas encore connu au jour d'aujourd'hui. En tout état de cause, dans la périphérie immédiate du transporteur ABCC6, on a une diminution de l'ATP circulant et donc, par voie de conséquence, après dégradation de cet ATP par l'enzyme ENPP1, une diminution de l'antagoniste de la minéralisation ectopique, qui est le pyrophosphate inorganique. Et donc le papier fait le point assez complètement sur ce qui est connu aujourd'hui en termes de perspectives thérapeutiques. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans le diaporama. Très schématiquement, l'essentiel de la prise en charge thérapeutique prévue à court ou moyen terme pour les patients PXE consiste à venir
contrôler cette diminution anormale du pyrophosphate plasmatique, soit en apportant directement, j'en redirai un mot un petit peu plus tard, soit par des moyens enzymothérapeutiques, promouvoir la génération de PPI, et ce sera donc une enzymothérapie qui consiste à apporter un équivalent de l'enzyme ENPP1, soit à limiter la dégradation du pyrophosphate inorganique, et on voit des startups qui commencent à étudier l'intérêt d'inhibiteurs de TNAP, donc cette phosphatase alcaline qui participe pour partie à la dégradation du pyrophosphate inorganique. Mais pour ceux d'entre vous qui iraient lire le papier, vous verrez donc il y a quelques éléments de thérapie génique, quelques essais de thérapie génique extrêmement préliminaires qui ont également été rapportés, toujours chez l'animal ou en culture cellulaire au jour d'aujourd'hui, et puis des essais thérapeutiques menés dans des conditions qui ne sont absolument pas satisfaisantes en termes de méthodo, et donc j'en parle pas spécifiquement ce matin. Le deuxième article qui m'a paru intéressant concerne donc l'apparition d'un nouvel acteur dans la physiopathologie du pseudoxanthomélastique, qui est l'inflammation. Alors ceux qui m'écoutent de loin en loin savent que depuis quelques années, on a rapporté donc des poussées érythémateuses chez des enfants ou des adolescents porteurs de lésions cutanées de PXE. Je ne peux pas encore vous en dire beaucoup plus en termes d'exploration histologique et moléculaire, mais c'est imminent puisqu'on a réussi enfin à biopsier un adolescent porteur d'une inflammation est venu à la consultation avec ces lésions-là. En tout état de cause, on a accumulé ces dernières années des anomalies fonctionnelles, microvasculaires cutanées, qui orientent très fortement vers une augmentation du flux microvasculaire cutané dans le cadre d'une inflammation. Dans ce travail qui a été conduit par notre équipe, mais qui a été reproduit également par une équipe espagnole qui s'intéresse au PXE, on observe en fait, en utilisant le TEP scanner, une accumulation de traceurs FDG dans les zones cutanées atteintes par le PXE, donc là en l'occurrence sur les images que je vous ai mises à l'écran, sur les différentes faces latérales du cou ou au niveau de la peau des grands plis. Il est très vraisemblable qu'il existe également une inflammation dans la paroi des artères, des grosses artères, et singulièrement celles qui sont typiquement atteintes au cours du PXE, comme l'artère fémorale superficielle. Mais pour des raisons techniques, en fait, le type de TEP qu'on a utilisé pour ce papier les met très difficilement en évidence. Ce sera probablement corrigé à l'avenir avec un nouveau modèle de TEP dont on vient de faire l'acquisition. Ce qui est extrêmement intéressant pour cette histoire d'inflammation au cours du PXE, c'est qu'elle est... en fait, il y a 2 ou 3 papiers dans la littérature, la majorité venant de chez nous, qui montrent que de temps en temps, on est capable de mettre en évidence certains marqueurs inflammatoires dans le sang circulant. Ça n'était pas le cas dans le papier que je décris ici, mais ça l'était dans un autre qu'on a coécrit avec Olivier Le Sceau. Et ça illustre très vraisemblablement que cette inflammation au cours du PXE, elle est sporadique à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc le PXE est une maladie d'aggravation lentement progressive, mais en fait pas de façon linéaire, vraisemblablement avec des espèces de poussées inflammatoires sporadiques qui déterminent la progression de la maladie. On aura très certainement l'occasion d'en reparler, puisque la peau est finalement d'un abord extrêmement facile pour documenter ce type d'événement biologique. Le troisième papier est un papier qui a été rédigé par nos petits camarades d'Utrecht. Donc c'est l'autre grande cohorte européenne, enfin mondiale d'ailleurs, de patients PXE, qui a été constituée par Wilco Spiering, qui est un interniste là-bas aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont évidemment donc un pays plus petit que le nôtre, et ils ont travaillé de façon extrêmement efficace pour tendre à l'exhaustivité du recrutement des patients néerlandais. Et donc, ils sont parvenus à constituer une très grosse cohorte, supérieure à la nôtre, désormais aux alentours de 350 patients, c'est-à-dire plus de 100 patients, un peu plus de 100 patients qu'à Angers.
et un taux d'exhaustivité sur la prévalence estimée du PXE aux Pays-Bas de l'ordre de 75 à 80%. Donc un très joli résultat pour cette équipe qui est devenue extrêmement dynamique ces 3 ou 4 dernières années. En l'occurrence, non seulement donc, ils ont un travail épidémiologique de fond qui est tout à fait remarquable, mais ils ont été les premiers, et jusqu'à ce jour les seuls, à monter un essai thérapeutique digne de ce nom, contrôlé et randomisé, qui a été publié en 2018, que je vous résume ici. Alors, c'est finalement pas très lisible ce que j'ai collé, mais très schématiquement. Donc, dans cet essai contrôlé qui comparait l'éthydronate au placebo, l'éthydronate étant un bisphosphonate retiré du marché en Europe depuis plusieurs années, mais encore disponible selon certaines conditions. Donc, l'éthydronate a été utilisé par nos collègues hollandais parce qu'il correspond à une forme à très longue demi-vie de pyrophosphate inorganique. Donc, ils ont comparé en 2018 dans ce papier du JACC l'éthydronate au placebo. Les résultats étaient vraiment préliminaires et en l'occurrence un peu décevants pour les auteurs, puisque le critère de jugement principal, qui était une diminution de la calcification appréciée en TEP, n'avait pas été atteint. En revanche, sur les critères secondaires, il y avait des informations intéressantes comme une diminution du taux de calcification dans les artères. Le papier de Barstra, de la même équipe, est un travail post-hoc sur les images accumulées pendant et au terme de cette étude, et qui montre que très clairement, l'éthydronate, au terme d'1 an de traitement, dans cette étude TEMP, la durée de traitement par éthydronate était d'1 an, très clairement, il existe une réduction significative du score calcique sur tous les lits artériels, à l'exception des coronaires, mais les coronaires ne sont pas un problème spécifique au cours du PXE. Je n'ai aucune espèce d'idée, les auteurs non plus, sur pourquoi les coronaires ne sont pas affectés par le traitement par éthydronate, mais en tout état de cause, c'est un constat. Alors, on peut évidemment s'interroger sur quelle est la signification clinique d'une réduction de 2,4% d'un score calcique artériel, et c'est pour autant, pour nous intéressés par le sujet, un bon signal, on va dire, puisque c'est la première fois qu'un traitement est capable d'infléchir l'histoire naturelle de cette maladie. Encore une fois, la calcification artérielle, cutanée et autres, elle est constamment progressive avec l'âge, et donc l'éthydronate est le premier traitement qui fait la preuve d'un intérêt pour au moins stabiliser le développement des calcifications. Le 4e papier que j'ai choisi est un papier que j'ai également co-signé. Alors, c'est pas uniquement du tirage de couverture pour l'équipe d'Angers. C'est qu'en fait, le travail qui est relatif au PXE et singulièrement relatif à la peau au cours du PXE est pratiquement uniquement mené à l'échelle du globe par notre équipe, donc au sein de FIMARAD. Les autres groupes dispersés à la surface du globe, ils sont une poignée, travaillent essentiellement soit sur la physiopathe en amont des calcifications, soit sur l'atteinte clinique artérielle. Donc assez peu de choses sur la peau en fait. Ça, c'est un très joli papier que vous avez probablement tous vu passer dans le Journal of Investigative, qui est encore un exemple de sérendipité tout à fait extraordinaire, puisque dans les souris qu'on partage avec Olivier Lesault à Honolulu, on s'est rendu compte en fait qu'on n'arrivait plus à reproduire la calcification induite qui nous sert à évaluer l'intérêt de tel ou tel traitement. Et il a fallu se rendre compte de façon un peu longue. Ça a pris des mois avant qu'on arrive à pister quelle était l'explication. C'est qu'en fait, les granulés qui étaient servis aux souris, leur composition avait été modifiée, et en particulier, c'est le taux de pyrophosphate inorganique qui avait été augmenté dans ces croquettes. Donc ça a été une démonstration évidente de deux choses. Un, qu'il y avait très vraisemblablement un intérêt à utiliser le pyrophosphate inorganique chez les patients PXE. Et la deuxième chose qui allait contre le dogme
professé depuis des dizaines d'années que le pyrophosphate inorganique n'était pas absorbé par le tube digestif. Ceci a fait le rationnel donc, de la rédaction d'un PHRC coécrit avec l'équipe de Nice. Alors pourquoi l'équipe de Nice alors que les patients sont à Angers pour l'essentiel? Parce qu'en fait, Georges Lefteriotis, qui était PU de médecine vasculaire à Angers, a migré pour Nice pour des raisons qui lui sont personnelles, mais il a développé là-bas des interactions avec de nouveaux laboratoires qui sont intéressés par à la fois le dosage du PPI, qui est un peu subtil, mais également la mise au point de travaux sur le fonctionnement du transporteur ABCC6. Bref, donc le PHRC Prophétie qui doit comparer l'utilisation orale du pyrophosphate inorganique et l'utilisation orale de l'éthydronate a été financé au terme de la campagne de PHRC 2019 et devrait, le Covid ne nous a pas aidés, devrait commencer à Angers avec le recrutement de 100 patients sur une durée de 3 ans à partir du début de l'année 2022. Là encore, parce que l'atteinte cutanée est assez difficile à quantifier, nos critères de jugement d'efficacité reposeront sur l'intensité de la calcification artérielle et les calcifications rénales. Et puis on m'avait demandé, j'ai découvert sur le programme qu'on me demandait de rajouter un article sur l'écutis laxa. Je n'ai pas d'expertise particulière sur ces maladies rarissimes et extrêmement complexes. Donc là, j'en profite pour louer, il n'y a pas d'autre mot, le travail absolument incroyable qui est réalisé par l'équipe de Bert Calvart à Gand, qui est en train de faire un tri clinico-moléculaire des différentes variétés de cutis laxa et qui est vraiment l'équipe incontournable sur le sujet aujourd'hui. Donc j'ai collé ici le spectre des différentes cutis laxa qui existent en fonction de leur transmission associée aux gènes qui sont identifiés au jour d'aujourd'hui. C'est un travail qui est intéressant à suivre pour nous dermatologues pour 2 raisons. D'abord parce que le phénotype cutané de ces cutis laxa varie en fait d'un type à l'autre et on peut imaginer que des éléments de phénotypage profond pourraient nous permettre d'approcher le diagnostic moléculaire ou de l'imaginer. Mais il y a également d'autres éléments phénotypiques, en particulier, vous voyez, la dysmorphie faciale qu'il faudra intégrer. Encore une fois, c'est le travail absolument remarquable de cette équipe belge qui aura permis de faire avancer singulièrement les choses. Merci de votre attention. Et évidemment, j'ai un peu de temps, j'espère, pour répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, je n'avais pas de questions sur le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions dans l'assistance. Après, on a pas mal de retard. Donc, ça veut dire que là, il y a peut-être un essai thérapeutique qui va débuter dans le PXE, c'est ça, prochainement? Oui, madame. Donc, pour de vrai, un PHRC, donc un essai académique à grande échelle, puisqu'on doit recruter 100 patients à partir du début de l'année 2022, mais on devrait également avoir des essais de phase 1-2 industriels cette fois-ci, avec de l'enzymothérapie dans les mois qui vont venir. Bonne nouvelle. OK. Merci beaucoup, Ludovic.